L'enregistrement, bla, bla. Très bien. Et chaque numéro 1 de cette conférence, je devais enregistrer pour le replay. Et ben, ils n'auront pas le petit laïus sur ma vie. Ils n'auront que les échecs. C'est parfait. Du coup, donc ça va, je vois qu'il y a quelques personnes qui me disent oui, bah, c'est parfait. Nous sommes à l'heure actuelle 23 en ligne et vous embarquez sur mon Titanic, le Titanic de la vie est bulle. Et je vous propose de vous présenter le premier cas pratique auquel j'ai été confrontée. Vous êtes là en 2013, décembre 2013, dans votre chambre. Vous êtes retourné chez vos parents, vous n'avez pas un rond sur votre compte en banque et personne ne veut vous embaucher. C'est-à-dire que moi, l'idée que j'avais, c'était de pouvoir avoir un bon poste, mais tout le monde m'a dit bah, oh, tu es bien gentil, mais tu as 24 ans, pas de réseau à Lyon, fais tes preuves et puis on en reparlera plus tard. Vous mordez d'envie de prendre des décisions et vous découvrez qu'on peut créer une entreprise en France. Je dis ça comme ça parce que c'est vraiment comme ça que j'étais. J'ai découvert qu'on pouvait créer une entreprise. Moi, je viens d'un milieu socioculturel, plutôt pas du tout de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du militantisme, du social. L'entrepreneuriat n'est pas du tout quelque chose d'habituel. Et donc, du coup, là, je découvre qu'on peut entreprendre. Donc, vous êtes dans votre chambre, vous n'avez pas un rond, vous découvrez que vous pouvez entreprendre, vous avez une idée, une super idée du siècle, hein, qui est de créer La Vie est Bulle, une agence événementielle pour générer du lien social. Qu'est-ce que vous faites, les 3 premières actions que vous faites dans votre chambre? À vous de jouer sur le chat. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute, grand max, hein. Soyez spontanés dans vos choix. Alors, je vois qu'on me dit un business plan, business model Canva. Ouais, c'est pas mal, hein, si j'avais eu tout ça, c'est pas faux, hein. Analyse du marché, cherche des partenaires, je me renseigne sur les autres acteurs du marché, j'analyse la concurrence. Je réfléchis à ce que je veux vraiment faire. Oui, c'est peut-être pas mal ça, hein. Je questionne le besoin. Alors moi, j'étais persuadée qu'on en avait besoin, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais l'idée, pour moi, c'était, déjà un succès. J'incarnais au fond de moi que c'était l'idée du siècle, hein. J'en parle à des connaissances du secteur, ouais. Je questionne le besoin, donc s'entourer des personnes qui peuvent nous aider et motiver. Écriture du projet, je réfléchis à ce que je veux vraiment faire et cetera. OK, je regarde ce qui se fait ailleurs. OK, bah, c'est pas mal, hein, en fait, hein. Je cherche des conseils sur comment créer une entreprise. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Bah, comment vous dire que j'ai pas fait tout à fait ça. Hem, Dans ma tête, créer une boîte, c'était 3 choses. La première chose, c'était de devenir patronne et donc diriger une boîte. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de changer mon LinkedIn et mon Facebook en mettant que j'étais directrice, patronne de La Vie est Bulle. Première chose que j'ai faite. Et créer une page, donner de la vie à cette entité. Deuxième chose que j'ai faite, je me suis dit, j'aime mettre les mains dans le cambouis, et ben, la première chose, bah, c'est d'avoir un client pour avoir une actualité ou en tout cas y aller. Donc je me suis dit, je vais chercher un PMU, un bar, quelqu'un qui veut bien être mon client. Et troisième chose, bah, je vais faire un événement et puis je vais faire le buzz, je vais me faire connaître par ça. Et en fait, je me suis lancée comme ça. J'ai pas créé de structure juridique, j'ai pas fait d'analyse du marché, je ne savais même pas qu'il fallait faire ça. Et même dans ma tête, créer une structure juridique, c'était même pas quelque chose d'existant. C'est-à-dire que pour moi, créer une boîte, c'était faire. C'était mettre en lien des gens, c'était qu'on vive des choses, c'était apporter de la plus-value, c'était transformer le monde, c'était transformer des choses et puis gagner un petit peu de sous et puis les réinvestir dans ma boîte et ainsi de suite. C'était exclusivement ça et je suis partie bille en tête là-dessus. Il faut savoir que je l'ai payé très cher plus tard parce que du coup, je me suis lancée à l'arrache de manière totalement illégale, puisque je commençais à encaisser de l'argent sans avoir créé une structure juridique. Voilà, que je commençais à avoir pignon sur rue parce qu'on faisait plein d'événements complètement farfelus dans les bars lyonnais, mais sans avoir aucune autorisation de rien du tout. Ça a été un carnage, mais ça a tenu. Et ça a tenu, on va dire, une bonne année comme ça. Pendant une bonne année, non, une petite année, ça a été un carnage comme ça. Souvent, quand je fais cette conférence et aujourd'hui, quand j'enseigne aussi dans le bouquin qu'on a écrit avec Mélanie, évidemment qu'on parle de business plan, d'analyse. Ouais, je vois qu'Arnaud me dit que c'était du travail au noir. Voilà, oui.
Ne nous emballons pas trop à le dire, puisque je sais qu'on peut me retrouver encore pendant 10 ans. Donc, vous verrez que j'ai eu beaucoup d'emmerdes. Celle-là, je ne l'ai pas encore eue. Donc, si je pouvais me l'éviter, ce serait pas mal. Mais oui, tout à fait, c'était complètement ça. Et donc, du coup, souvent, ce que je dis, c'est que oui, c'est important de faire son business model, d'analyser la concurrence, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, etc. Sauf que je vois plein de gens qui font ça et qui, du coup, ne se lancent jamais. Parce qu'en fait, ils attendent d'avoir tous les voyants au vert, tous les avals, les validations. Alors, soit ils aseptisent leur projet, ils le font devenir beaucoup moins brut de décoffrage, beaucoup moins qui sont eux avec leurs originalités, leurs failles, mais aussi leurs forces, parce que ça s'appauvrit, s'appauvrit, s'appauvrit. Et puis, il y en a qui se lancent jamais parce que rien n'est parfait. Et je trouve que c'est un peu triste. Et du coup, ce que je recommande, c'est pas de faire comme moi, parce que ça, c'est quand même être un peu un carnage, hein. Et sincèrement, il faut se protéger un petit peu, parce que je ne me suis pas protégée. Et du coup, il y a peut-être un juste milieu à faire. Et je m'inspire énormément aujourd'hui dans mes pratiques du design, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et je trouve qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est un prototype de ma boîte, finalement. J'ai designé mon entreprise. J'ai fait une petite version, bon, soit illégale, mais peut-être qu'on peut réfléchir à des petites versions légales. Et j'ai mis directement les mains dans le cambouis pour tester mon concept. Ce qui a fait qu'un an après, effectivement, j'avais fait un petit peu des choses un peu n'importe comment, mais n'empêche que ma boîte, elle tournait, que j'avais une grosse communauté, j'avais 10 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et que la banque, elle m'a suivi alors que j'avais moins 800 sur mon compte et que je n'avais pas de compte épargne et je ne pouvais même pas être garante de mon propre prêt. Ça m'a permis d'arriver devant n'importe quel interlocuteur en leur disant, voilà aujourd'hui, ce n'est pas un business model, mais voilà la preuve du concept. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir en preuve de concept plutôt qu'en business model, ce qui est quand même important à faire. C'est-à-dire que je ne le dis pas aujourd'hui, j'ai une boîte qui s'appelle Ecoso. Notre business model, il fait presque 100 pages, voire plus. Il est riche et musclé. Mais c'est peut-être quelque chose qui vient un temps. Je pense que fondamentalement, avant, il faut vivre le projet, il faut l'éprouver. Déjà parce que c'est que comme ça qu'on sait ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, qu'on réadapte, etc. Donc, c'est le premier. Je ferai un juste milieu entre vous tous, là, et moi, sur ce premier cas. Est-ce que ça va là-dessus? Tout va bien? C'est bon? Eh ben, je vous propose qu'on passe. Ah, je vois des petits pouces. Alors, dès que je vois des pouces, moi, je suis au taquet, les pouces. C'est marrant. C'est drôle parce que plus je fais des conférences en ligne, plus je découvre les fonctionnalités et les gens les ont découvertes aussi. Au début, personne ne faisait des pouces et là, maintenant, il y a plein de pouces. Même des petits applaudissements. Parfait. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous présente le deuxième cas. Là, on est quand même bien 1 an et demi après le lancement. Donc là, j'ai déjà une vraie structure juridique, des comptables, tout le bazar, embaucher des gens. Qu'on a fait un effet, alors pas start-up, parce que start-up, j'aurais eu 50 000 salariés, ou au moins 200, mais on n'était que 8. Mais quand même, j'ai fait un effet sans levée de fonds. Très vite, on a pu embaucher. Très vite, on était booké sur plein de sujets, une belle notoriété. Donc, ça a très vite grandi. Et au bout d'1 an et demi, j'étais plutôt structurée. Structurée, ne nous emballons pas non plus, mais quand même. Et j'avais dans mon ADN toujours l'envie d'innover, l'envie d'expérimenter et particulièrement sur le modèle économique. Parce que je trouvais intéressant que les gens se payent mes événements et nos prestations, mais j'étais frustrée par le fait que plus je grossissais, plus c'était des personnes déjà qui avaient les moyens qui se payaient mes événements. Et je trouvais que du coup, ça cassait toute possibilité de mixité sociale dans mes clients. J'allais de plus en plus travailler que pour les grands groupes, beaucoup moins pour le PMU et le kebab, et ainsi de suite. Et ça me coûtait que des gens ne puissent pas faire appel à mes événements que je trouvais absolument géniaux. Et du coup, j'avais un petit peu comme ça ça me questionnait et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux inventer pour que des gens qui n'ont pas les moyens de se payer mes prestations puissent quand même faire appel au service de la vie et bulle. Quelle idée de génie vous auriez pour faire ça? À vous de jouer dans le chat. Donc, quel système vous pouvez mettre en place pour permettre à des gens qui n'ont pas un rond de se payer les services de la vie et bulle? Allez, à vous de jouer. Prix libre pour Mika, ok. Je vous expliquerai gentiment pourquoi je ne ferai jamais ça. Gagner un événement,
créer une branche avec du volontariat. Ah bah, ça me rassure, j'ai des gens similaires à mon univers, hein. Créer une association, faire financer, les grosses boîtes par les petites, ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment comme le système du café suspendu, voilà. Typiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout mis en place quand j'étais, à la Vie et Bulle, mais qui est quelque chose que vraiment aujourd'hui je fais, j'ai eu fait sur d'autres projets et c'est très bien. Faire 2 sous-branches de la Vie et Bulle, une qui viserait plutôt les petits clients. OK. Alors moi, j'avais du mal à faire des choses, des sous-branches, des pourquoi il y en aurait qui auraient eu les sous-événements et j'y arrivais pas ça. Plusieurs petites entreprises payent ensemble un événement, mais oui, c'est ça, c'est des bonnes idées ça. Proposer que les clients participent à l'élaboration d'un événement, ça aurait été intéressant ça aussi. Instaurer à l'interne une tarification différente, allouer une partie du bénéfice au social, c'est super intéressant aussi, ainsi qu'ils obtiennent une réduction. Non, mais c'est top, hein, et personne n'a fait ma connerie, hein. Non, mais c'est bien, mais d'habitude, il y a plus de gens qui font un peu ce que j'ai fait, mais OK, parfait. Et ben, je vais vous expliquer, ce que j'ai fait, puis après je rebondirai, sur vos choix. Hem, En gros, moi, j'ai mis en place un système de troc. Je me suis dit, ce qui m'intéressait à plusieurs niveaux, c'était de pouvoir mélanger mes clients entre eux. Mon rêve, c'était de pouvoir faire bosser EDF avec le kebab du coin et du coup, je me suis dit: «Bah, si moi je troque, ben, je vais pouvoir refourguer des trocs à d'autres clients et ainsi de suite et du coup, leur faire réduire la facture». Du coup, comme j'aime bien faire les choses en grand, j'ai décidé que 50 de toutes mes factures seraient rémunérées en nature. Ce fut une décision unilatérale que, une fois que je l'ai décidée, comme le fait de créer ma boîte, je l'ai lancée, instantanément. Donc du coup, j'ai, comme ça décidé de proposer à tous mes clients, qu'ils soient très gros, petits et cetera, de me payer en nature et en virement comme d'habitude, à 50 toujours dans tous les cas. Ce qui fait que j'ai été super riche de sandwichs. On m'a payé en place de ciné aussi, on m'a payé en bon pour aller boire le thé, on m'a payé en toit, terrasse pour faire des événements, on m'a payé en cave, on m'a payé en kebab, on m'a payé en pizza. Pour tout vous dire, quand les huissiers sont venus saisir ma boîte, j'avais encore des pizzas, des machins, enfin des bons pour tout ça. Enfin, ça valait plus rien, mais en tout cas, j'étais riche, mais alors vraiment super riche de plein de trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais pu les utiliser, ces trucs. Parce que moi, j'étais un peu dans le monde des bisounours et je pensais que EDF, ils allaient adorer pour leur buffet de leur convention, et ben, de manger les sandwichs de mon quartier, quoi. Bah, sauf qu'en fait, eux, ils voulaient les petits fours bio de l'épicerie solidaire. Et en fait, ça ne matchait pas. Et en fait, j'arrivais pas. Alors, j'ai réussi une fois à faire le colloque de AXA dans un café associatif ou même EDF faire venir la MJC du coin. Mais ce fut laborieux et en plus super mal vécu par mes clients. Et il me manquait tout un liant, en tout cas, pour réussir à faire quelque chose d'intéressant autour de ça. Et ça n'a pas fut le seul carnage de cette idée, puisqu'en fait, ben, c'est totalement illégal de faire ça. En tout cas en France, je ne sais pas si en Suisse c'est illégal. Mais du coup, et en plus, moi, j'ai voulu le faire bah, de manière légale. Je me suis dit, bah, la loi va finir par l'accepter. Donc voilà, dans mes factures, en fait, quand je facturais, je faisais apparaître ça. C'est-à-dire que dans tous mes comptes, ce n'était pas un truc fait sous le manteau. Je le mettais, bah voilà, j'ai eu tant d'argent et tant d'argent en nature. Ce qui fait que bah, ça a marché un temps, mais ça a été un carnage parce que j'ai eu un rappel de TVA. Parce qu'à un moment, l'État, il m'a dit: «Bah ouais, vous êtes bien gentil, mais là-dessus, il faut payer aussi la TVA». Ce qui fait que, bah, j'avais déjà pas de sous. Parce que le nerf de la guerre dans une entreprise, aujourd'hui je le sais, mais à l'époque je le savais pas assez, et ben, c'était la trésorerie, que j'avais quand même démarré avec 0 € de départ, pas d'investisseur, toute seule avec mes mains et tout ce que je pouvais faire, avec, ce que j'avais en moi. Mais du coup, j'avais quand même pas de fonds de roulement. J'ai bien essayé de payer mes salariés en kebab et en bon pour aller boire le thé, mais je peux vous dire que ça a été très mal reçu. Hem, voilà, ça m'a pas valu des prud'hommes, mais j'en ai eu quand même. Mais c'était pas ça, mais en tout cas, ça a pas été une option. Ce qui fait qu'en fait, j'ai creusé ma tombe. La tombe de la vie est bulle, vraiment, je l'ai creusée parce que je me suis mis dans une situation qui faisait en sorte que je n'allais jamais avoir suffisamment de trésorerie. Et sur une année de démarrage, sur les premières années de démarrage, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que je rentrais du chiffre, mais en fait, j'en rentrais à peine suffisamment pour payer le matériel. En plus, je sous-facturais. Aujourd'hui, je le sais, puisque
Alors, on peut parler de prix, mais après, il y a un gros décalage entre la Suisse et la France. Mais j'avais facturé à peine 1 000 euros. C'était les plus gros contrats que je facturais. Et pourtant, je faisais des gros événements. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que si je le facturais au prix que je facture aujourd'hui et qui est le vrai prix du marché, je vendrais 5 000, 6 000 euros, en tout cas pour les prix français. Donc, pour vous rendre compte, le gap qu'il y avait de la mauvaise déjà facturation, qui en plus était facturé à 50% en troc, c'était une catastrophe. Moralité, pas de troc. Enfin, en tout cas, moi, ce que je recommande, si on innove économiquement, c'est peut-être d'innover, mais en hackant les codes existants, mais en tout cas en les comprenant pour pas les payer plus tard. La chose aussi, c'est que souvent le troc, l'échange de services, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on démarre, sans forcément l'officialiser. Et je pense que il ne faut pas perdre de vue la trésorerie, qu'elle est fondamentale. Il vaut mieux mettre son énergie à signer des contrats, à avoir des vrais clients, qu'à troquer parce qu'on n'ose pas payer et que l'argent c'est tabou et qu'on ne pense pas qu'on a assez de valeur pour se faire payer sa prestation. Et ça, franchement, je préférerais mettre aujourd'hui mon énergie à assumer de me faire payer au vrai prix, de convaincre de me faire payer au vrai prix, de sortir de ma zone de confort là-dessus, mais pas de perdre mon temps à faire de l'échange de services. Ça aide personne, ni ceux à qui qui vont bosser gratos pour nous, ni ceux, enfin voilà, il vaut mieux. Au pire, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui me font bosser, et ben je leur achète des prestations aussi. Et en fait, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sain. Et en plus, je me suis aperçue que quand on donnait une valeur aux choses, ben, on était beaucoup plus respecté. Et j'ai jamais eu autant d'emmerdes qu'avec les gens avec qui je bossais gratuitement. J'ai jamais eu de gens aussi exigeants que les gens qui ne me payaient pas. Et c'est assez étonnant, en fait, comme impression. Et donc, du coup, quelque chose qui, moi, me stressait énormément de me faire payer, finalement, ça me protégeait beaucoup. Et ça rendait les choses beaucoup plus claires. Et moi, ça me motivait finalement. Même si ce n'était pas de m'enrichir qui me motivait, mais c'était de sentir que j'avais une valeur. Et que cette valeur, que des gens allaient prendre le risque, en tout cas, d'investir dans qui j'étais et dans ce que je faisais. Et donc, du coup, voilà. Après, tout ce qui est passe suspendu, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, attention, quand on met ça dans un modèle économique, ça m'est arrivé sur un projet, et ben, il faut assumer d'en parler pour que les plus riches achètent les passes suspendus. Parce que souvent, moi, j'ai fait ce projet-là, puis je n'osais pas dire aux riches d'acheter un deuxième. Parce que je me dis, ah oui, est-ce qu'ils sont vraiment riches? Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens? Et du coup, en fait, bah, c'est moi qui ai fait des événements gratuits à la fin, quoi. Donc, du coup, il y a à être à l'aise en fait avec le modèle économique qu'on. Alors, c'est quoi les suspendus? Les suspendus, c'est quand des personnes qui ont les moyens payent pour d'autres. Ça se fait souvent dans des cafés. Les gens vont acheter un café pour une personne qui est à la rue et qui passera. Et souvent, des personnes à la rue, elles le savent. Elles vont dans un café, elles disent est-ce qu'il y a un suspendu ou une baguette de pain suspendue et ainsi de suite. C'est un système qui peut très bien fonctionner si on ose en parler et qu'en plus de négocier son contrat, on a l'audace et la place de négocier ce truc en plus. C'est à vous de savoir comment vous êtes à l'aise. Le meilleur modèle économique qui marchera, c'est le modèle économique qui colle à votre peau, quoi, qui colle à qui vous êtes et qui ne vous met pas trop en délit face au système en place. Vous pouvez être toujours un petit pas de côté, puisque c'est ça qui fera transformer le monde aussi et qui interpellera. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu toujours à trouver. Voilà en gros pour ce cas-là. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Il y a le modèle du 5e jour aussi, 4 jours restaurant traditionnel et le dernier pour les plus démunis. Ah, c'est intéressant ça. Sauf que du coup, ça, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça veut dire que les démunis, ils sont comme dans un ghetto, quoi. Un jour, ils viennent tous ensemble et du coup, il n'y a plus le mélange. Et dans mon ADN à moi, le mélange des mondes est très, 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 très important. Pas facile, pas confortable, mais très important. C'est la même chose quand on parlait de prix libre. C'est quelque chose que je ne pratique pas du tout parce que le prix libre, il n'est pas du tout libre en fait. Tous les gens qui ont des problématiques d'argent vont se sentir culpabilisés et du coup vont donner presque plus que les gens qui n'ont pas de problématique d'argent. Et en fait, ce n'est pas égalitaire puisque les personnes qui ont plus aussi de névrose avec l'argent, eh ben, ils ne vont pas donner le bon. En fait, on n'est pas vraiment libre. On est dans le regard de l'autre, on est dans l'image qu'on veut donner,
En fait, ceux qui vont être libres, c'est ceux déjà qui sont bien dans leur basket et bien dans leur peau. Et eux, en fait, ils auraient pu payer le prix que je leur donne. Donc, en fait, le prix libre, pour moi, a sa limite. Et les plus riches vont venir le 5e jour pour payer moins cher. Oui, aussi. Ou même pour aller au zoo, pour aller voir qu'est-ce que ça fait d'être pauvre. Souvent, moi, je le vois dans l'impact social, dans l'innovation sociale aujourd'hui, comme je la vis. Il y a souvent cet effet-là de on veut voir ce que ça fait, même si ce n'est pas dit comme ça et assumé, ça ne crée pas de la réelle mixité sociale, ces systèmes-là, en tout cas. Voilà pour ce cas-là. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Allez, j'enchaîne, histoire qu'on ait le temps d'en faire quelques-uns. Du coup, prochain cas, là, vous êtes, 2 ans, à peu près même période, hein, que cette idée de génie du troc. Vous avez déjà, 3 salariés, ça fonctionne bien, plein de clients et cetera, mais toujours pas de trésorerie, hein. Galère de trésorerie, donc toujours la corde au cou pour payer tout le monde, à faire des bouts de ficelle, à encaisser l'argent d'un client pour payer les frais d'un autre client. Enfin, c'est quand même, on est toujours la vie et bulle a toujours été sur le fil, hein. C'est-à-dire que ça a jamais été voilà, toujours sur le fil. Et donc vous êtes sur le fil et là, vous tombez sur un concours, qui vous propose de gagner 10 000 € si vous êtes l'entreprise la plus innovante de l'année. Concours au niveau national, je vais vous donner les critères pour le gagner. Premier round pour le gagner, alors déjà, il faut savoir, c'est un concours organisé par Orange, au niveau national pour l'entreprise innovante de l'année. Première étape, c'est un dossier de 80 pages expliquant le modèle de votre entreprise et en quoi il est innovant. Une fois que vous êtes sélectionné, il y en a 2000 qui sont sélectionnés. Ces 2000, ils sont sur une plateforme interne de Orange et les salariés d'Orange, qui sont très très nombreux, vont devoir choisir les 100 qu'ils ont envie de mettre en avant. Ces 100 qui ont été sélectionnés, ils sont mis sur une plateforme et là, nous tous, les 100 sélectionnés, on doit aller motiver un certain nombre de personnes à voter pour nous. Les 10 qui ont eu le plus de votes sur une semaine de vote, 10 jours de vote, les 10 qui en ont le plus, ils sont reçus à Paris devant un superbe parterre de grands PDG français, hyper influents, hyper intéressants, inspirants, enfin plein de gens brillants. Et là, vous avez un seul gagnant qui gagne les 10 000 €. Voilà. En gros, comment se passe le concours? La question que je vous pose, c'est est-ce que vous y allez? Oui ou non? N'hésitez pas à dire pourquoi vous y allez pas, hein, que ça me remonte un petit peu le moral là. Non pas rentable, oh là là, mais si j'avais pu vous avoir dans mon équipe quand même. Oui, si on a des idées innovantes. Ah, j'en avais plein des idées innovantes. Tous les matins, toutes les nuits, pas rentable, 10 000 € pour tout le temps passé, ouais, probablement pas. Si je suis certain que mon modèle d'affaires, pourquoi pas? Ça coûte moins cher de démarcher de vrais clients. Exactement. Il y a Arnaud qui nous dit ça et ça, c'est exactement, sur ce quoi je peux conclure, hein. C'est exactement ça. Non, je travaille le local en priorité, évidemment. C'est tout à fait vrai aussi, en fait. À Paris, ça ne me servait pas à grand-chose, enfin, en tout cas, ça ne crée pas de notoriété. On croit que ça va créer de la notoriété, mais c'est pas si simple. Beaucoup de travail pour très peu de chances d'être sélectionné, ouais. Exactement. Non, on ne connaît pas les critères, ouais, leurs critères à eux. Alors moi, j'étais convaincue, quand même qu'on était, tellement original et hybride qu'on gagnerait, hein. Beaucoup de pubs pour Orange, pour pas cher et le concours est-il vraiment équitable et transparent? Ah ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. Bon, je vous dis si j'y suis allée, je pense que ceux qui commencent à peu cerner le personnage, j'ai quand même la gagne. Ça m'a excitée. Moi, 10 000 € en plus qui n'étaient pas du tout d'un monde, j'ai jamais eu 10 000 € sur mon compte dans ma vie, jamais, 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 hein. Et en fait, j'avais l'impression que si je gagnais, je rentrais réellement 4,40. Mais quand je vous dis ça, j'exagère même pas. C'était l'impression que j'avais vraiment au fond de moi. C'est que je me disais: «C'était bon, j'avais sauvé la boîte, je payais tout le monde». Oh là là! Aujourd'hui, j'ai bien conscience que 10 000 € dans une entreprise avec plusieurs salariés, c'est comme, aller acheter ma baguette de pain, quoi. C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, à l'époque, je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou». Et puis, le challenge, voilà, c'est quelque chose qui est quand même en moi. Donc du coup, c'est parti, je m'embarque
Et alors là, j'embarque toute mon équipe dans une galère interminable. On était déjà débordés et déjà très mal organisés dans notre travail. Puis, je leur ai fait rédiger avec moi le rapport de 80 pages. Donc, on n'en pouvait plus. On était tous cramés. Bon, on a passé toutes les étapes jusqu'au moment où il fallait faire voter tout le monde. Et puis, nous, on était tellement dans le jus. Et puis, dans l'événementiel, on sollicite déjà beaucoup les communautés pour aller à un événement, pour relayer sur Facebook. Alors, leur faire en plus solliciter pour voter, les mecs, ils n'en pouvaient plus, quoi. Et donc, du coup, bah, on n'a pas eu de vote. Très peu de votes. Et comme j'ai vraiment, vraiment, vraiment la gagne, et que ben, je ne pouvais pas perdre. Ce n'était pas une option possible, surtout avec toutes les heures qu'on avait déjà mis. Et je pense que mon équipe, elle était déjà saoulée par ce projet. Et je pense que si je ne gagnais pas, c'était la fin. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, il nous reste 24 heures. On n'est pas du tout dans les 10 premiers pour être sélectionnés. J'ai dit à mon équipe, ben voilà, on arrête de travailler. On va à la gare de la Pardieu. On prend tous nos téléphones et nos portables. Et tous les gens qui attendent le train, on les fait voter. Un par un. Alors imaginez mon chef de projet, mon graphiste, mon machin, hein, c'est pas du tout leur cam hein, d'aller parler aux gens. Et ben là, ils se sont retrouvés à aller faire ça. Et comme des tarés, et pendant 8 heures d'affilée, dans le froid, à la gare de la Pardieu. Et c'était un grand moment, mais pour moi, en fait, pas pour eux. C'était aujourd'hui, je sais que c'était un ego trip, en fait, ce concours. Ça m'a, je vous dirai ce que ça m'a apporté, mais eux, ils en ont souffert. Et je pense qu'ils m'en veulent encore aujourd'hui. Et je sais pas, ils sont plus là aujourd'hui à mes côtés pour témoigner, mais je pense que ça a été vécu comme quelque chose de terrible. Imaginez-vous, vous êtes dans votre boîte, vous êtes salarié, vous n'avez rien demandé à personne, vous vous retrouvez à la Pardieu à vous cailler, à aller voir les gens un par un pour les faire voter sur un smartphone. Enfin, c'était délirant. Sauf qu'on a passé à 2 votes près la barre et on a été sélectionné. Ce qui fait que je me suis retrouvée à aller à Paris et qu'on a gagné en fait. On a gagné les 10 000 euros. Et ça a été un truc de fou. J'ai jamais été aussi fière de ma vie. J'ai eu, vous savez, ces gros chèques en carton, là, de 10 000 euros. Là, et je me suis baladée et puis j'avais pas un rond. Et donc, du coup, j'avais pris un Wigo. Je sais pas si vous avez ça aussi. Wigo, en fait, on n'a pas le droit d'avoir des bagages encombrants. Sinon, il faut payer plus cher son billet. Et donc, je vais à la gare. Ah, on peut voir une photo avec le chèque. Je vous retrouverai ça tout à l'heure. J'en ai plein. Et le Wigo, ils me disent comme ça, bah oui, mais en fait, vous ne pouvez pas rentrer dans le train avec votre gros chèque là. Il faut le découper, sinon vous ne rentrez pas dans le train. Et ben, je peux vous dire que comme j'étais très riche de mes 10 000 euros, j'ai dit, bah, je ne prends pas le Wigo. Je suis retournée à l'autre gare, parce que là, j'étais à Marne-la-Vallée, donc à l'autre bout. J'ai repris 1 heure de RER, machin, pour prendre un vrai TGV et pouvoir rentrer avec mon gros chèque. Il a été affiché dans le bureau pendant des années. Bon, il n'a pas du tout réglé nos problèmes de trésorerie. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que j'en dis? Grand moment pour moi, pas du tout grand moment pour l'équipe. Même si sur le moment, si, fierté de faire partie de cette entreprise, etc. Mais je pense que ça a été vécu quand même avec souffrance. Et est-ce que j'irai aujourd'hui? J'irai seulement si je suis au clair avec l'objectif. Si l'objectif, c'est pas de gagner des sous, mais de me rassurer sur qui je suis ou de me challenger ou de renforcer ma confiance en moi, parce que là, je fais la maline. Mais j'avais quand même une grande, grande trouille de ne pas être à la hauteur et de gagner un concours face à des mecs qui avaient développé des applications, qui étaient tous sortis d'école de commerce, qui avaient monté des modèles de dingue. Enfin voilà, je veux dire, en face de moi, j'avais pas des rigolos, quoi. J'avais des gens qui avaient du réseau, etc., ce qui n'était pas notre cas. Et du coup, si c'est pour ça, il faut y aller. Et dans ce cas-là, il faut peut-être mieux embarquer ses potes ou des gens, ou alors soi-même, mais pas ses équipes. Les équipes, elles n'ont rien demandé. Et du coup, c'est fondamental, en fait, de… Alors, je vois qu'il y a une capture d'écran qui a été embarquée. C'est toi celui-là qui envoie une capture d'écran? Alors, bref, je suis perturbée par le chat. Vous voyez, mon cerveau, il n'arrive pas à faire deux choses. Et donc, du coup, l'idée, c'est… j'en étais où? Oui, si c'est un truc pour soi-même, un ego trip, etc., il faut y aller. Parce que sincèrement, je pense que je ne serais pas la femme d'aujourd'hui si je n'avais pas gagné ce chèque-là. Et voilà, j'étais sûre que c'était ça qu'elle avait fait. Elle nous a retrouvé le chèque. Je vais partager mon écran 2 secondes. Ou non, vous pouvez ouvrir en fait votre pièce jointe. Vous allez voir ma petite tronche avec mon gros chèque de 10 000 euros si vous ouvrez la petite pièce jointe que Souila a envoyée. Et donc, du coup, voilà, si c'est pour renforcer votre estime de vous, pourquoi pas? À voir si c'est pas mieux de faire une thérapie. Moi, je pense que ça m'a beaucoup plus apporté la thérapie que de gagner ce concours. Mais à vous de jauger. En tout cas, c'est une sacrée expérience et aujourd'hui, je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas gagné ce concours parce que ça m'a boosté et ça m'a dit, OK,
j'ai quand même de la valeur, des mecs qui s'y connaissent ont validé mon projet. Par contre, si c'est pour gagner des sous, sincèrement, il vaut mieux aller bosser, hein. Il vaut mieux chercher du client comme vous le dites en fait, hein. Et j'aime bien raconter ce cas-là parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs, on est ultra sollicités par les concours. Ultra sollicités, concours de la meilleure idée, concours de machin. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a envie en fait de faire parce qu'on se dit que ça va nous faire de la visibilité, que ça va nous faire un peu de cash, ça va nous faire de l'aide, etc. Et en fait, sincèrement, si vous bossez, si vous avez des contrats, si vous sortez de votre zone de confort, que vous vous faites accompagner sur les trucs où c'est un peu plus limite, mais vous l'aurez la notoriété, vous aurez les clients et vous aurez la trésorerie. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le pari à faire. En tout cas, voilà, c'est le retour d'expérience des concours. Et j'aime bien toujours mettre un bémol là-dessus parce qu'on est quand même sursollicité dans l'entrepreneuriat sur les concours. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions ou je passe à un cas tout aussi croustillant? Ok, je vois des pouces. Enfin, je vois un pouce. Ok. Alors, à 2 pouces, parfait. Oh, 3 pouces. Oh, il y a plein de pouces. Bon, allez, c'est bon. Je suis reboostée. Les pouces, ça me fait l'effet d'une salle qui rit ou d'une salle qui est là, hein. Donc, j'interprète vos pouces, mais ça me va. En tout cas, ça fait le taf. Du coup, prochain cas. Là, vous êtes dans les belles heures de la boîte. La boîte, elle fonctionne bien. On est en 2016, donc enfin, elle fonctionne bien, mais elle a toujours des trous de trésor, hein. Voilà. Mais on est en 2016. C'est une année où ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et on avait un concept de soirée qui cartonnait à Lyon. C'était les soirées mystères. Personne ne savait ni où ça allait se passer, ni avec qui, ni qu'est-ce qu'ils allaient faire, et, et aucune info. On leur donnait quelques indices sur la semaine d'avant, et le jour J, ils recevaient leur invitation. Et du coup, ces soirées-là marchaient super bien. On était à guichet fermé à chaque fois, et on a décidé d'en faire un pour le jour de l'an. Et on voulait faire les choses en grand, 800 personnes. Donc, nous voilà partis pour l'organisation d'un jour de l'an à 800 personnes, mystère, etc. Carton plein, à peine une semaine de billets en vente, guichet fermé, les 800 places de vendues. Génial, on est trop heureux, etc. On s'organise super bien. Ce qui était très rare, on était quand même les MacGyver de l'événementiel. Pour vous dire, j'ai même pas le permis, donc on se baladait avec des caddies, avec le matos. Enfin, voilà, on était quand même folklorique dans notre manière d'organiser des événements. C'était des événements qui étaient riches, forts de moments, mais dans notre organisation, je pense qu'il y a plein d'agences qui étaient bien meilleures que nous pour organiser tout ça. Et du coup, ben, là, que tout soit super bien organisé, c'était mais digne du miracle. Donc, on était, même pour vous dire, au point où on était tellement fiers d'avoir tout bien organisé, que le jour J, on a même eu le temps de prendre des selfies et de trinquer avant le démarrage de l'événement. Et on se disait, waouh, mais là, on a été des boss, quoi. C'était waouh. Genre, on était en grande confiance. Donc, nous voilà pour finir l'année dans un grand moment de galvanisation de notre équipe. Et puis, bah, démarre la soirée, arrivent nos 800 personnes. La vie est parfaite. Et là, tout au long de la soirée, il y a quelques personnes de mon équipe qui viennent me voir, qui me disent: «Oui, Charlotte, il y a le patron». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait réservé, on avait loué une salle, en fait, qui était dans une boîte de nuit. Parce que pour mettre 800 personnes dans un grand rectangle, les boîtes de nuit, ça nous paraissait l'idéal et c'était parfait pour organiser ce qu'on voulait faire. On organisait, nous, plein de jeux, etc., interactifs, et du coup, c'était parfait. Et donc, le patron de cette boîte de nuit voulait absolument me parler pendant la soirée. Et puis moi, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons de boîtes de nuit, je ne sais pas comment les architectes de boîtes de nuit fonctionnent, mais ils font tous des escaliers en collimation très glauques qui amènent dans un espèce de local très glauque avec deux énormes mecs qui gardent la porte de cette espèce de local, et derrière, il y a le bureau du boss. Donc, ça ne me donnait pas très, très envie d'y aller, mais donc je repoussais. Et puis, on a commencé à être très, très insistant avec moi. Et du coup, me voilà à aller dans cet établissement, dans son bureau. Et là, le patron me fait: «Bah ouais, Charlotte, ce serait bien de me payer maintenant». Alors, j'avais loué la salle 10 000 €. Donc, ce serait bien de me payer la salle maintenant, là, avec les 10 000 €, me faire le chèque parce que moi, après, je ne serai plus trop là, puis ça va être la nouvelle année, blablabla, blablabla. Ça me saoulait, mais je l'ai fait. J'ai vu dans ses yeux, dans les deux mecs qui étaient derrière la porte, que bon, bah, il fallait que je fasse le chèque, quoi. Bon, j'ai fait le chèque. De toute façon, j'allais bien le payer un jour, donc j'ai fait le chèque.
Et puis, je redescends et puis on continue à faire la fête. Il est à peu près 23h45. Minuit va arriver dans un quart d'heure. Et là, truc de fou, on nous coupe les micros et on installe un DJ de hard tech, trance. Alors, c'est de la musique que je peux aimer pour peindre, hein, mais alors là, mon public, je vous laisse imaginer, ils étaient venus pour faire des rencontres et faire des jeux. J'ai cru qu'ils allaient se pendre avec la grosse hard tech là comme ça. C'était surréaliste ce son. Et d'autres mecs arrivent dans la boîte de nuit avec des énormes bouteilles de vodka et commencent à virer mon public. À leur dire, bah, nous, on a acheté des bouteilles, donc on a les places assises, blablabla, blablabla. Et du coup, bah, j'ai mon public qui commence à être viré. Et au fil des moments, les gens partent. Et alors là, j'ai jamais été autant insultée de ma vie. Je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais alors les Français, on a un truc avec le jour de l'an, c'est hyper important. Si notre jour de l'an, il est un peu bizarre, alors là, ça marche pas, hein. J'ai gâché la nouvelle année de je ne sais combien de personnes, j'étais la personne à abattre. Vraiment, je crois que même en ayant liquidé ma boîte avec 200 000 euros de dette, j'ai eu moins d'insultes que d'avoir gâché le jour de l'an de certaines personnes. Alors, je leur avais proposé qu'on fasse une alter-soirée sur le trottoir. Bon, ça n'a pas du tout marché, mon idée. Bon, bref, carnage total. Je rentre chez moi, je me mets dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Quelles sont les premières actions que vous mettez en place pour vous remettre de cette sacrée aventure? À vous de jouer. Je bloque le chèque. Sacré Mika. Je relis le contrat. Ah, j'avais un super contrat. Ah, le contrat, il était pour une fois. C'est tellement rare pour la vie bulle. Je vous dis, j'ai pas eu beaucoup des bons contrats, mais alors j'avais un très bon contrat. Pourquoi vous avez été chassés? Je pense qu'ils nous ont chassés parce qu'ils ont facturé 2 fois la soirée. Ils l'ont facturé à nous, ils ont pu mettre des photos sur les réseaux sociaux comme quoi il y avait plein de monde. Ça a attiré des gens et du coup, bah, ils ont fait jackpot, quoi. J'aurais payé 2 fois 5 000 au début. Ouais, mais bien sûr. C'est le genre de choses qu'aujourd'hui, je fais tout le temps, hein. Jamais je paye avant. Enfin, en tout cas, j'essaye. Le mec était un escroc. Ouais, merci Arnaud de me le rappeler. Je demande une aide juridique. Non, mais c'est pas mal, hein. Je consulte un avocat. C'est bien, hein. C'est bien. Ben, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, je suis plutôt de l'école Amica, là, hein, qui bloque le chèque. Ben voilà, je me suis mis dans ma chambre. Il était 1h du matin. J'étais au bout de ma vie. J'ai pris un énorme pot de Nutella. Je l'ai descendu en entier. Et là, d'un coup, mais alors je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais le Nutella a une capacité à me rendre intelligente. Et alors là, idée de génie, 1h du matin, bah, je me dis, je vais appeler le truc SOS chèque volé. Et comme ça, on peut faire ça à n'importe quelle heure. Et comme ça, le gars, là, quand il va encaisser son chèque, eh ben, il va se sentir roulé. Ah, j'étais trop fière de moi. J'ai fait ça. Chèque volé. J'ai écrit des textos à mes copains, à mes potes, en disant regardez le génie que je suis. Ils étaient tous là, ouais, trop forte et tout, machin. On était trop contentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça m'arrangeait bien parce qu'on n'avait pas beaucoup de trésorerie. Donc, du coup, hein, mais l'argent, je ne l'avais plus. Donc, je ne pouvais même pas rembourser les gens. Donc, on s'est excusé auprès des gens. On a offert des cookies au bureau que personne n'est venu manger. Mais bon, tant bien que mal, on s'est grillé le concept et j'ai fait le blocage du chèque. Jusqu'ici, tout va pas trop mal. En plus, comme ça, bah, c'était tout bénef. Bah, bref, on s'en était sorti. Et on est quoi à peu près 6 mois après ce truc-là. On est serein, on continue notre petite vie. Et là, ben, les huissiers toquent à ma porte. Et là, je suis convoquée au tribunal. C'est totalement illégal de faire opposition à un chèque et encore plus de le déclarer volé. Ce qui fait qu'en plus, c'est du pénal, donc j'ai été traînée au tribunal. Là, je me suis dit, oui, mais bon, j'ai un super contrat en béton, là, comme vous m'avez dit, hein, de relire, devant des lettres juridiques, blablabla. J'avais pas un rond et pas une confiance extrême en la justice. Si vous écoutez mon podcast sur ma vie politique, vous comprendrez pourquoi j'ai pas grande confiance en la justice française. Mais du coup, les avocats, c'était pas ma zone de confort. Et puis en plus, je n'avais pas un rond. Mais bon, là, j'étais quand même bien dans la merde. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse appel à un avocat. Mais je vais faire appel à l'avocat le plus tard possible pour qu'il me prenne le moins d'honoraires possible. Et donc, je vais préparer le dossier toute seule avec mon équipe encore. Donc là, je dis à mon équipe, on arrête de bosser. Arrêtez de faire votre graphisme, l'événementiel et blablabla. Vous allez rappeler tous les gugus qui sont venus à la soirée. Puis vous allez leur demander de nous faire une attestation pour témoigner comment ça s'est passé. Et comme ça, je vais arriver devant le juge avec 400 attestations et de raconter ce qu'on a vécu. Et puis, bah, on ne peut pas, enfin, je veux dire, il va être condamné. C'était impossible autrement. On fait ça. L'avant-veille, j'appelle un avocat. Je lui dis, voilà,
je suis en audition après-demain, est-ce que vous êtes dispo? Je me fais engueuler. Ah, mais c'est pas une petite affaire, nanana. Oui, mais bon, j'ai pas beaucoup de budget. Oui, hein. Bref, quelqu'un accepte enfin de me défendre et me dit, bah, Charlotte, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vivre sur une autre planète. Ça va pas passer votre affaire. Je veux dire, c'est illégal, etc. Et en plus, là, il vous a condamné, il vous a fait venir dans une chambre qui s'appelle la chambre du référé. Donc, je passais en procès référé. Ça s'appelle le juge de l'évidence. C'est-à-dire qu'il va devoir juger pas le fond du dossier, mais l'évidence. Ce qui fait que du coup, je vais au tribunal et que le juge lui amène mon énorme dossier toute fière avec l'avocat. Et le juge me dit, mais je ne vais même pas l'ouvrir, votre dossier. Parce que l'évidence, c'est que vous n'avez pas payé. Après, vous pouvez vous porter plainte de votre côté et demander une procédure pour qu'on vous rembourse parce qu'il vous a escroqué, etc. Mais ça, c'est une procédure. Là, lui, il a démarré une procédure parce que vous n'avez pas payé. Et à preuve du contraire, vous êtes incapable de prouver que vous avez payé. Et alors là, ça a été commencé le début du carnage parce que je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai maintenu qu'il l'avait volé. Enfin, bref, ça a été la fin des haricots. J'ai été condamnée à 25 000 € d'amende et en plus à lui payer ses 10 000 euros. Donc, et en plus, en fait, la pire condamnation n'a pas été ces 30 et quelques mille euros. Le pire, ça a été son sourire à ce mec-là et à me dire regarde, je t'ai niqué. Et à me dire clairement, je ferai fermer ta boîte. Et sincèrement, il n'a pas tort parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a tellement creusé la trésorerie qu'on n'avait déjà pas. J'ai même pas eu le temps de finir de payer qu'on a liquidé quelques temps après. Hein. C'est pas ça qui a fait liquider ma boîte. Ce serait trop facile de dire ça. J'ai fait plein de choix stratégiques qui étaient mauvais. Plein. Qui étaient mauvais, mais qui étaient moi. C'était mon identité, ce que j'étais, brute de décoffrage. Du coup, ça m'a achevé. Si j'avais fait de meilleurs choix avant, peut-être que ça aurait pu passer. Donc, c'est pas ça qui a fait que vraiment, je ne peux pas dire que c'est à cause de lui que j'ai fermé ma boîte. Je peux le dire quand j'ai besoin de me remonter le moral. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc voilà, moralité, pas de chèque volé, peut-être faire confiance un peu plus à la justice. Assurance juridique, en fait, c'est pas très cher et ça marche quand même pas trop mal, même si c'est pas GG à chaque fois. En tout cas, je pense que ça m'a bien calmé de faire justice moi-même. Et aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour supporter ce que ça me fait de donner de l'argent pour être défendue, etc. Alors que je me sens déjà pourtant dans mes droits. Pourquoi encore dépenser de l'argent que je n'ai pas? Et en fait, si, en fait, il faut se faire protéger, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Je crois que ça a calmé la rebelle de 25 ans qui était en moi. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je pense que je suis encore fougueuse, mais je crois que ça, c'est des choses qui m'ont aidé à grandir, quoi. À se dire, OK, c'est bien d'avoir une grande gueule, d'être passionné. Oui, c'est ça qui fait ma force. C'est sûrement que j'aurais jamais amené la boîte où elle est amenée si j'avais pas ça dans les tripes. Mais sincèrement, c'est quand même important de rentrer des fois un petit peu dans le monde carré. Ce que je dis souvent, c'est bien de penser rond, mais il faut penser rond dans un monde carré. Donc, il y a un moment, il y a peut-être des choses à faire pour pas se cramer et se marginaliser, en fait. Hein. Puisque bah, le but, c'est quand même que sa boîte, elle tienne. C'est pas de faire un truc génial, mais qui se crame au bout de 4 ans. Donc voilà ce cas. J'aime bien, il y a Arnaud qui me dit qu'il a fait la même chose que moi une fois, ça me fait beaucoup de bien. Cette conférence est aussi une thérapie pour moi. Hein. C'est-à-dire que déjà me permet de boucler une boucle, de vous partager ça, et puis voilà, de voir que bah, y en a d'autres qui auraient peut-être aussi fait ce même genre de choix. Je vais vous proposer un avant-dernier cas. Et puis après, on fera un dernier cas, puis après, on conclura sur la suite et puis peut-être des questions. Est-ce que là, en l'état, vous avez des questions? Non, j'ai juste un point qui me vient à l'esprit. J'ai quand même l'impression, comme tu parles régulièrement de ton problème de trésorerie, que ce côté financier n'a pas vraiment été regardé sérieusement à aucun moment. Non, j'ai eu un vrai défaut de conseil hein, par les comptables, D'accord, etc. donc il y a voilà, oui. Donc là, il y a Oui. eu peut-être, ça aurait été. En fait, j'ai eu une mauvaise stratégie aussi encore, ça fait partie des choix. C'est-à-dire que j'avais pas de réseau quand j'ai lancé ma boîte et je me suis dit, il faut que je prenne un très gros cabinet comptable parce que je serais sûre que c'est les meilleurs, quoi. Hmm. Et en fait, j'étais un tout petit client pour eux. J'étais une miette et ils m'ont ponctionné énormément de frais. Ils n'ont pas compris comment je fonctionnais. Ils n'ont pas su me parler aussi. C'est-à-dire qu'ils m'envoyaient hein, sûrement des courriers, mais que je ne lisais pas ou que j'étais pas. Enfin, je veux dire, je ne peux pas dire que c'est que eux. Hein. Ils m'ont Non, envoyé non, des bien choses que je n'ai sûr. jamais lues. Mais tout de même, on n'a pas su se parler.
Alors Ouais. qu'aujourd'hui, je vois les partenariats comptables ou même je travaille après avec une copilote d'entreprise qui est Mélanie, qui est aujourd'hui mon associée parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire, le mélange de nos deux cerveaux. Mais là, on a trouvé comment me faire parler. Aujourd'hui, je regarde les chiffres et j'en ai pas la boule au ventre. Et aujourd'hui, j'ouvre mes courriers. Bon, des fois un peu moins par période. On va dire que voilà, par période, comment je me sens bien, j'ouvre plus ou moins mon courrier. Mais quand même, je réponds au téléphone. C'est des choses qui n'étaient pas dans ma manière d'être avant, qui me coûtaient en fait. Et je pense que oui, j'ai été très très mal accompagnée par mes choix, par le fait que j'étais en capacité de faire plein de choses sans être accompagnée parce que j'avais une fougue à embarquer tout le monde et que du coup, ça les embarquait aussi dans ma tempête. Mais aussi, j'ai été très mal conseillée. OK. C'est bien de le dire, hein. Non, non, mais c'est bon, on peut pas tout faire et donc c'est vrai que c'est souvent sympa de trouver quelqu'un qui complète, en fait. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, je n'aurais même pas idée de lancer une boîte sans ça. C'est même pas une option, en fait. C'est fondamental. Avant-dernier cas. Vous allez voir qu'on va encore parler de sous et encore de trésorerie. Nous sommes dans les tout derniers mois de la boîte. On est dans les 6 derniers mois de la boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 6 derniers mois de la boîte, c'était tellement le chaos et que j'avais commencé à prendre quand même du plomb dans la cervelle que j'ai fait appel à Mélanie, dont son métier, c'était copilote d'entreprise. Elle fait partie d'un réseau qui s'appelle Rivalis et ils viennent chez des tout petits chefs d'entreprise et ils les aident dans leurs choix stratégiques et surtout à faire des choix et à mettre en place des process qui collent à leur originalité. Enfin, ça, c'est plutôt la patte de Mélanie que le réseau Rivalis, mais c'est quand même, Mélanie, en tout cas, elle a ça. Elle a de prendre les gens dans leur brut de décoffrage, dans leur fougue, dans leur qui ils sont, et de trouver comment on peut créer des outils comme ça pour qu'ils arrivent à parler chiffres et puis à être rentables. Et Mélanie, elle m'a tout appris. Elle m'a appris à vendre quelque chose au vrai prix. Elle m'a appris que de faire zéro de bénéfice, c'était pas genre être super engagé socialement, que c'était juste complètement ridicule, que bah, il fallait peut-être payer l'URSSAF, que c'était peut-être pas mal, que bah, d'embaucher des personnes, ça avait un coût. Et enfin, bref, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et sur les 6 derniers mois, on n'a jamais autant remonté la boîte. C'est-à-dire que les 6 derniers mois de la vie est bulle, on a fait quasiment le même chiffre d'affaires que les 3 premières années en 6 mois. On avait un carnet de commandes plein, mais la vie est bulle a toujours eu un carnet de commandes plein. Sauf qu'en fait, on facturait pas du tout correctement, ou on n'avait pas de prospection commerciale, etc. Donc, vraiment, on était à 2 doigts de la sauver, la boîte. Mais j'étais quand même, ce qu'il faut savoir, usée. J'étais abîmée par tout ce que j'avais vécu dans cette boîte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, quand une boîte, elle galère, le patron, c'est la variable d'ajustement. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et du coup, imaginez-vous, la boîte, elle n'avait pas de sous. J'ai fait des prêts à la consommation personnelle pour pouvoir payer mes salariés. J'étais vraiment en banqueroute. C'est-à-dire que même Mélanie, des fois, elle m'a donné des tickets de métro pour que je puisse aller bosser. Donc, c'était vraiment, j'avais plus rien. Donc, j'étais vraiment fatiguée, j'étais abîmée physiquement, etc. Mais c'était parti, j'avais encore cette espérance. On était toujours à l'appel d'offres qui pouvait passer, etc. Et là, gros appel d'offres pour un très beau projet où il fallait concevoir des jeux qu'on allait implémenter dans les quartiers pour que des gens puissent tester les métiers des ressources humaines et pour que comme ça, des publics qui s'autocensureraient sur les métiers des ressources humaines puissent oser aller vers ces métiers-là et qu'il n'y ait pas que les petites pépettes habituelles qui y aillent et qu'il y ait plus de mixité dans les classes de ressources humaines. On s'est éclaté à monter le projet et on a remporté l'appel d'offres. 45 000 euros. C'était notre plus gros contrat à la Vie Bulle. Alors là, je vous imagine même pas. Grosse fiesta au bureau, selfie de fierté, soulagement. Je crois que j'ai même eu les larmes. Enfin, là, pareil hein, que les 10 000 euros, mais vous avez vu, j'avais quand même déjà fait un gap. 45 000 euros, pour moi, CAC 40. Là, quoi, c'était bon, j'étais sauvée d'affaires. Presque, je m'étais dit, c'est bon, je peux rembaucher 2 personnes. Et bah, on est parti, on gagne cet appel à projet, on commence à produire. Ce projet-là allait durer 6 mois à peu près. On est à peu près à 3 mois du projet. Et là, je m'aperçois que en fait, ben, j'étais pas du tout du même monde que mon client et qu'on s'était pas très bien compris et que ses attentes, ben, en fait, c'était 90 000 euros que ça me coûtait. C'est-à-dire que là, je savais pertinemment qu'il avait signé enfin, que j'avais signé un contrat qui me coûterait 90 000 euros. Je l'avais sous-évalué énormément sous-évalué. Il y avait plein de choses que j'avais oublié de facturer. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous faites?
emballez-vous, hein, allez-y, hein. Ah, pas grand monde qui me trouve des allez, une idée, de toute façon, ce sera pas pire que celle que j'ai faite, vous inquiétez pas. Mettre la clé sous la porte, ouais, je crois que c'était pas mal une bonne idée, hein. Je l'ai pas encore fait là, mais je demande la reconsidération du contrat, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'il aurait fallu faire, hein. J'essaye de renégocier le contrat. Je prends premier vol pour l'Amérique latine. Franchement, franchement, oui. Franchement, j'aurais dû faire ça, mais pour vous dire, j'étais tellement une handicapée des papiers que j'avais même pas de papier d'identité à cette époque. J'avais jamais refait ma carte d'identité, je pouvais même pas me barrer. J'étais coincée. J'explique honnêtement au client et je négocie une sortie, ouais. En fait, évidemment, il fallait expliquer honnêtement au client. C'est ce que j'ai fait. Par contre, la deuxième phrase de Aurélia, je l'ai pas fait, négocier une sortie et c'est ce que j'aurais dû faire. En fait, je savais pas qu'on pouvait sortir d'un contrat ou le revendre à une agence plus apte à ça et cetera et en fait, ben, moi, je leur ai dit, ils m'ont fait une rallonge de 2 000 €. Comment vous dire que c'était pas assez et en fait, j'étais en incapacité d'abandonner et là, j'ai amené au casse-pipe toute mon équipe. Bon, on n'était plus que 3, plus moi-même et j'ai amené à sa perte la vieille parce que j'ai endetté, j'ai pris des prestataires que je savais pertinemment que je ne pourrais pas payer. Enfin, ça a été l'ultime fin qui fait qu'après, on a été mis en liquidation judiciaire. Et là, Mélanie, elle m'a dit, il y a trop de cadavres dans le placard. On arrête les conneries. Comment on peut sortir sans perdre trop de plumes? Et donc là, ça a été la fin de la vieille bulle. Et du coup, j'ai un dernier cas à vous partager pour cette clôture de boîte. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas du tout comment ça marche en Suisse, mais en France, quand on est mis en cessation de paiement et donc on est liquidé de manière juridique, c'est l'État qui prend possession de votre entreprise, de ses moyens de paiement, etc., et qui saisit les biens qu'il y a et qui paye les dernières factures. Et bon, voilà. Et en tout cas, vous êtes plus. Il y a une date, et à cette date-là, vous n'avez plus le droit d'exercer avec cette boîte. Et puis après, il y a un procès pour savoir si vous êtes responsable ou pas. Bon, j'ai eu le procès, je n'ai pas été dit responsable, donc une partie des dettes ne m'est pas été incombée. J'ai eu 70 000 € grosso modo de dettes à rembourser de ma poche, que je paye encore tous les jours. Donc, imaginez que j'ai intérêt à avoir un super bon business model aujourd'hui. Parce qu'il faut que je rembourse au moins 500 balles de dettes par mois. Donc, et j'en ai encore pour un petit bout de temps. Donc, du coup, voilà, la boîte ferme. Et donc, on est là le 15 octobre, le 14 octobre, en fait non, on est le 8 octobre et la boîte ferme le 14 octobre. Et le 15 octobre, j'ai un des plus gros événements que la boîte a jamais signé, qui était le lancement d'un guide qui s'appelle Le Petit Paumé, qui est un très très gros guide lyonnais, sur la place Bellecour, qui est la plus grosse place lyonnaise. Donc un énorme événement où c'est 200 000 participants, pour vous donner une idée, hein. Le client a déjà payé, on a déjà encaissé l'argent et on l'a déjà dépensé. Et on ne l'a pas dépensé pour les prestataires de cet événement-là, hein, on l'a dépensé pour nos anciens prestataires, on faisait que des boucles. Et ben, c'est la merde parce que là, moi, j'ai pas le droit de le faire cet événement-là. Qu'est-ce que vous faites? Je préviens le client. Ouais, hein, je parle au client. Ouais, c'est pas mal. Je trouve un remplaçant. Mais oui, Fred, j'aurais dû vous avoir avec moi. J'y ai même pas pensé. Mais comment on peut penser que personne peut nous remplacer, quoi? C'est pas possible, ça. Trouver une autre agence, mais oui, c'est exactement ça. Mais je ne savais même pas dans ma tête que c'était possible. Bon, après, c'est pas le pire choix que j'ai eu fait, hein, quand même. Trouve une autre boîte capable de le faire, oui, exactement. Mais alors, bon, je vais vous dire ce que j'ai fait pour qu'on tienne dans nos délais. En gros, ça se rachète des contrats. C'est-à-dire qu'eux peuvent racheter le contrat. On avait déjà énormément produit. Voilà, il y aurait pu avoir un bisbille, ils auraient eu les 50 autres % d'acompte. Enfin, en tout cas, ça aurait pu se gérer. Mais ce n'était pas du tout une option pour moi. Je voulais faire cet événement-là et je voulais finir ma boîte sur la place Bellecour, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris mes dernières forces, ma dernière coéquipière, et puis on est allé chez le liquidateur, et puis on lui a supplié tout ce qu'on pouvait de nous donner un délai, en fait, de nous dire OK et tout, et puis bah, niet, rien à entendre, c'est la loi, c'est comme ça. Et ben en fait, j'ai décidé de siéger dans son bureau et de ne pas en partir tant qu'il ne me donnerait pas l'autorisation. J'y suis restée à peu près 14 heures, j'ai tout essayé, j'ai pleuré, crié, dessiné, tout ce que vous pouvez penser. J'ai convaincu, fait des schémas d'argumentation, tout ce qu'on a pu. Ils m'ont envoyé tous les membres du bureau jusqu'au bout d'un moment où le liquidateur il m'a dit bon, allez, OK. OK, je vous donne ce délai. Par contre, Charlotte, je ne vous donne pas un rond. Donc, ça va être clair, net et précis.
vous n'allez pas avoir un centime pour payer les gens qui vont venir. Vous n'aurez pas de chèque, pas de carte bleue, rien du tout, donc débrouillez-vous. Donc là, je fais OK, merci. Je ne l'ai pas embrassé, mais le cœur y était. Et je suis retournée au bureau et c'était parti. Il fallait que j'appelle tous les prestataires en leur disant qu'ils ne seraient jamais payés. Bon, il y en a plein qui ont décidé de se maintenir en solidarité. Ne nous emballons pas, place Bellecour, très prestigieux, grosse visibilité. Je pense que ça aurait été dernier événement dans le fin fond de la banlieue lyonnaise. J'en aurais un peu moins qui m'auraient suivi. Hein. Donc bon, mais plein de gens m'ont suivi. J'ai rappelé tous les gens avec qui j'avais bossé sur ces 4 dernières années en leur disant voilà, si vous avez un truc à proposer, allez-y. On a démonté tous les meubles du bureau qu'on a reconstruits pour faire des décors et des structures. De toute façon, ils allaient être saisis par les huissiers, donc autant les utiliser. Voilà, on a fait un bric-à-brac et on a fait cet événement. Et en fait, ça a été une belle fin. C'est-à-dire que tout le monde a pu venir me dire au revoir sur la place Bellecour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce guide, il est porté par une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Ils se sont tous moqués de moi. J'ai entendu des petits mots très gentils tout au long en disant que j'avais bien planté ma boîte. Mais ce n'était pas grave, en fait. Je crois que j'étais soulagée, en fait, de la planter, cette boîte. J'étais soulagée d'arrêter ce carnage, cette expérience. Elle a été riche. Aujourd'hui, elle m'a nourrie. Aujourd'hui, elle fait qui je suis. Ma mère me dit souvent que, vu toutes les dettes que j'ai mises, c'est un peu plus cher qu'une école de commerce, mais j'ai quand même sacrément appris. Donc, voilà, c'est quand même… ça fait partie de mon patrimoine et je pense qu'aujourd'hui aussi, si j'ai pu rebondir, c'est aussi grâce à cette expérience-là. Mais ce fut une sacrée aventure. La vie est bulle. Ce que je vous propose avant de prendre vos quelques questions sur les minutes qui restent, c'est de vous partager les 3-4 slides que j'avais prévu pour finir. Enfin, c'est même pas 3-4, c'est le slide que j'avais prévu pour finir pour vous dire un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Et comme ça, ça conclura et puis vous pourrez après me poser des questions ou interagir. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, j'ai vu des têtes se hocher. Donc, en fait, en gros, qu'est-ce que je fais après? J'ai pas trouvé de CDI. Moi, mon rêve, c'était de trouver un CDI. Hein. Mais hop, tac, on va y arriver. Hein. J'ai pas trouvé de CDI. Personne n'a voulu m'embaucher. Tout le monde m'a dit qu'ils n'auraient pas de trucs assez innovants ou assez subversifs pour me supporter à temps plein. Par contre, qu'en freelance, pourquoi pas. J'ai Mélanie qui m'a pas lâchée, mais elle m'a pas lâchée d'une semelle. Et au bout d'un moment, la force des choses, on m'a contacté pour enseigner mon expérience. Du coup, j'ai été amenée à modéliser tout ce que je faisais de manière intuitive depuis ces 10 dernières années, puisque j'avais commencé en politique très jeune, à expérimenter des tonnes de concepts. Donc, j'ai tout modélisé. Je suis allée l'enseigner en école de commerce, en école d'événementiel. Et en fait, ça a été super chouette. Ça m'a forcé à, à rendre audible la folie et les tripes que j'avais. Et j'ai enfin réussi à trouver des méthodes avec la facilitation graphique, les schémas, les cartes mentales, pour que les gens ils arrêtent de me prendre pour une uluberlu, mais qu'ils comprennent comment je suis arrivée de ce point A à ce point B, même si c'était folklorique. Et en fait, ça a été le début de ma renaissance, tout ça. Coachée par Mélanie qui me dit, bon, allez, arrête ça, on se relance. Il y a eu toute une période où je n'avais pas le droit de recréer de boîte parce que, procès, tout ça, machin. Et puis, à la fin, j'ai fini par recréer une boîte qui est Causons-nous, qui était Comment penserons dans un monde carré. Où donc là, l'idée, je dis était parce qu'aujourd'hui, j'ai fusionné cette boîte-là avec la boîte de Mélanie. Et du coup, on a créé une nouvelle boîte ensemble. Mais elle existe encore juridiquement, mais on facture je facture plus avec celle-là. Et donc là, l'idée, c'était d'accompagner les gens à modéliser leur cerveau, leurs idées, leurs concepts, leur volonté d'interagir et surtout de modéliser des gens totalement différents vers un même projet. De prendre les ouvriers d'une boîte pour modéliser avec la R&D un projet commun. Enfin, voilà. Et donc, j'ai commencé à développer ça et en fait, ça a été une révélation pour moi et en fait, j'étais bien meilleure que de produire l'événement. Pourquoi j'étais bonne? C'était de penser la chose et d'imbriquer les choses. Et du coup, ça a cartonné, causons-nous, et ça m'a permis de me relancer. Ça m'a permis qu'avec Mélanie, on adore bosser ensemble. On s'est d'abord beaucoup entraidés. Au bout d'un moment, on s'est tellement entraidés qu'on s'est dit ce serait bien qu'on se donne un défi ensemble. Donc là, on a ouvert un lieu sous forme associative à Lyon, éphémère, pour prouver qu'on pouvait monter un modèle économique sans subvention publique, rentable et qui a grosse valeur ajoutée sociale. Ça, c'est l'éphémère en 2018. On l'a monté, ça a été folklorique. On l'a monté à 7 nanas. On a fini, on n'était plus que 2. On s'est tout engueulé. On a perdu 5 000 €. On s'est fait expulser du lieu par la mairie parce qu'on a fait des choses un peu illégales. Enfin,
pas un carnage, mais ça a été une énorme réussite quand même. Plus de 500 événements, plein de participants, une énorme mixité sociale. Et tout ça, on l'a restitué dans un livre blanc avec Mélanie. Et puis, ce livre blanc, il a cartonné. On a rencontré un éditeur qui nous a dit pourquoi vous n'en feriez pas un vrai livre. Et donc là, on a écrit notre premier livre et qui est sorti il y a 1 an aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer la couverture parce que ça, c'est ma petite fierté, c'est mon bébé. Et c'est mon bébé fait avec Mélanie. Donc là, vous avez la petite bouille de Mélanie en vert et puis ma petite bouille en rose. C'est nos tronches dessinées. Et puis, notre livre, il s'appelle Réussir un projet collaboratif, 40 étapes avec la méthode explorateur économico-social. Et l'idée, c'est qu'on a modélisé à l'intérieur, c'est plein de schémas, de dessins, de jeux, de canevas pour comment on est dans l'idéation, puis après les mains dans le cambouis, puis après dans la résilience quand ça ne se passe pas super bien. Et c'est plein d'outils pour garder notre brut en nous, mais de le faire de manière structurée et audible pour les sociétés dans lesquelles on vit et pour être aussi farfelu que rentable, aussi engagé qu'économiquement viable. Voilà, ça c'est le mélange des deux cerveaux. Mélanie qui elle est ingénieure de formation, et moi travailleur social, et ça a fait un beau mélange et qu'aujourd'hui qu'on a modélisé comme un labo de recherche. Donc on a ouvert un labo de recherche sur les pratiques collaboratives et comment on peut du coup collaborer ensemble et particulièrement de manière inclusive. Et donc, il s'appelle Ecoso. Vous pourrez aller le voir sur ecoso.org pour aller voir notre univers. Alors, ce n'est pas encore notre nouveau site. Donc, vous allez voir que c'est un site bordélique avec plein de choses partout. Mais là, on a décidé de passer le cap en s'associant, de s'offrir un vrai site internet par un UX designer qui va nous accompagner. Il y a Souila, dont vous voyez la petite tête quelquefois, qui est notre sparring partner, qui nous aide au développement commercial, qu'on a pu embaucher à hauteur d'1 journée par semaine. Enfin voilà, notre bouille va, on est rentable, ça fonctionne. Je dis toujours, on ne sait pas jusqu'à quand, ne nous emballons pas. Mais en tout cas, voilà, le rebond est là. Mais je me gargariserais bien de vous dire que ça a été facile et que je ne conseillerais pas à tout le monde de vivre aussi dangereusement que j'ai pu vivre. Ou en tout cas, si vous le faites, soyez prêts à supporter toutes les vagues que ça va provoquer et chez les autres et chez vous. Et faites-vous accompagner. Je crois que sans thérapie, je ne serais plus là aussi solide devant vous. Voilà en gros. Vous pouvez me poser des questions. Si vous voulez débriefer sur notre site internet avec Mélanie, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et ça bloque un petit créneau d'1/4 d'heure sur Zoom et n'hésitez pas, on débriefera. Vous avez mes coordonnées là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, il y a un podcast sur quand je me suis vautrée en politique, qui est sur une expérience assez douloureuse du monde politique français. Et un texte que j'avais écrit dans le cadre d'une Fuck Up Night à laquelle j'avais participé. Ça, c'est une ode à l'échec et à la personnalité d'échec que j'incarne. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et nous avions 1 heure et demie, il nous reste 5 minutes. À vous de jouer si vous aviez des choses à me partager. Ou pas. En tout cas, Charlotte, franchement, moi, je trouve que tu dégages une énergie assez incroyable. Donc, je pense que ton niveau de résilience, il doit être passé à un énorme pourcentage. Et vraiment, bravo d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que c'est un chouette apprentissage pour tout le monde. Et puis, contente que ce soit plutôt derrière qu'avant, en fait. Merci beaucoup. Bravo. Beaucoup pour ce retour. Je lis les petits trucs. Bravo, très courageux. Bravo, merci pour ce partage. Merci beaucoup, c'était génial. Que seraient tes 3 gros conseils? Est-ce que tu as retenu? Les 3 gros conseils, c'est quand même le premier, ne pas oublier qui on est. Et je crois que c'est fondamental. Il vaut mieux faire des choses mal et se planter comme je me suis plantée, mais être qui on est. Parce que je crois que c'est là que c'est riche. Sinon, on tombe malade, en fait. Donc, c'est la première chose, qui on est. Mais d'être suffisamment lucide sur qui on est pour se protéger. Et j'aime bien dire se créer des petits parachutes. C'est comme ça qu'on l'a vu, notre livre avec Mélanie. Vraiment de se créer des parachutes pour, OK, oser, expérimenter, mais sans perdre trop de plumes. Et le 3e conseil, quand même d'être accompagnée. Hein. J'aime pas dire ça parce que je me suis tellement gargarisée que ouais, je suis toute seule, j'ai pu le faire, je me suis montée avec rien du tout. Ouais, je crois qu'en fait, d'avoir des gens autour de soi. Mais bon, c'est toujours plus facile de le dire quand j'ai des années de boîte derrière moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le réseau qui me permet d'être accompagnée par les bonnes personnes. Bon, peut-être musclez-vous. Alors, ouais, ce que je dirais, c'est plutôt mettez toute votre énergie à vous muscler, à supporter ce que les vagues
les vagues que vous allez provoquer sur vous et les autres, plutôt que de vous muscler à ne pas faire de vagues. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on apprend à pas faire de vagues, mais on n'apprend pas à supporter en fait les vagues. Et je crois qu'on sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus innovant, beaucoup plus agile, beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus démocrate quand on saisira nos capacités à juste oser se dire qu'on est humain, pleinement imparfait, pleinement vivant, dans nos fêlures, dans nos écorchures, dans nos imperfections. Et je crois que c'est ça qu'en fait qu'il faut supporter. Et je crois qu'on, moi j'ai envie de mettre notre énergie, de vous dire de mettre ton énergie à supporter cette imperfection. Voilà, c'est ce que j'en retiendrai. Merci Charlotte. Comment je peux acheter ton livre? Alors, il y a un truc qui n'est pas du tout à la mode, mais c'est Amazon. Hein, ça marche super bien. Sinon, le click and collect marche super bien. Si vos nous, en vente, les librairies sont fermées, mais en click and collect, ça marche super bien. Les libraires peuvent le commander. On peut le faire chez nos éditeurs aussi. Enfin, voilà. Il y a plein de manières de le trouver. Il n'y a pas de souci. Et il y a une version numérique. Non, on est chez un éditeur universitaire. Alors, allons-y tranquillement, hein, le numérique. Hein. Mais peut-être que le coronavirus va nous permettre d'avoir la version numérique. On n'y est pas encore, mais on y croit. Voilà, en gros, ce sera peut-être le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment-là avec moi. C'est toujours, ça me fait du bien aussi. C'est toujours difficile par écran interposé. Mais voilà, je vous propose de mener vos vies, vos projets et de plein de belles ondes en tout cas. Voilà, dans le tumulte que nous vivons tous. À très bientôt en tout cas. N'hésitez pas à me solliciter pour quoi que ce soit.